Cette nouvelle balade est assez particulière puisque je vous amène visiter le hameau de San Bernolfo, puis nous rejoindrons Sant'Anna-Vinadio via le Pas du Bœuf. San Bernolfo est le hameau le plus haut de la commune de Vinadio. Il se situe à un peu plus de 1700 mètres d'altitude dans le vallon des Bagni di Vinadio. Et c'est Louis, 82 ans, qui va nous parler de ce petit hameau. Louis, alors vous êtes originaire d'ici? Je suis pas le dernier, l'avant-dernière personne qui est née ici. Pourquoi ça s'appelle San Bernolfo? Ça, on n'a jamais arrivé à le comprendre. Il paraît qu'il y avait un évêque qui s'appelait comme ça, qu'il avait fondé une paroisse du côté de Mondovì, et pour quelque raison, il est passé ici, mais on ne sait pas plus. On n'est jamais arrivé à comprendre le pourquoi. En patois, ce n'est pas dit que le nom c'est San Bernolfo, originaire. Là, il y a eu des évolutions dans le langage. Et on n'a jamais bien compris comment c'était passé. San Bernolfo. Il y avait beaucoup d'habitants ici? Alors, ma famille, elle habitait ici jusqu'en 1960. Et les derniers 6 ans, il n'y avait que nous. Mon grand-père, mon père, ma mère, une sœur, et 2 sœurs, et un petit frère. Ils vivaient de quoi ici? L'agriculture. Si, on faisait de l'élevage. Ma famille, elle avait 3, 4, 5 vaches, une quinzaine de brebis, et quelques poules, c'était tout. Pour manger. Alors, et l'école était ici? Oui, c'est 1 heure de marche d'ici. On imagine qu'à l'époque, il y avait plus de neige qu'aujourd'hui. Ah ben si, pendant l'hiver, il neigeait, mais beaucoup. Mais c'était normal, donc on ne se rendait pas compte que c'était quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, c'est exceptionnel. La vie, elle était celle-là. À Bagni, il y avait une école avec une pluriclasse, on dit en italien, je ne sais pas le mot français, c'est-à-dire première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Tout ensemble. Tout ensemble avec une institutrice. À partir du premier jour de l'école, c'était Pedibus Calcantibus, San Bernolfo, Bagni, San Bernolfo. Et puis pendant l'hiver, quand il y avait de la neige, j'étais en pension chez le curé, à Bagni. Alors c'était un peu plus simple. Alors, ce village, il s'est dépeuplé pourquoi? Ben, alors, quand j'étais tout petit, il y avait 8 familles, mais c'était presque complètement de couples de gens âgés. Et du coup, c'est votre frère qui a fait revivre le village en créant un refuge? Ouais, si, en principe, c'était lui qui a eu l'idée de faire ça. Mais déjà, et il est retourné habiter là l'hiver, parce qu'il y avait eu une quinzaine d'années qu'on n'habitait plus, il n'y avait plus personne dans le village. Parce que là, actuellement, il y a un refuge qui est pas loin. À l'époque, il n'existait pas. Non, ça n'existait pas. On habitait encore là quand la section du Club Alpin de Savona, ils l'ont réparé, ils ont mis en condition d'être utilisé une vieille caserne, une vieille construction militaire. Et c'était un refuge ancienne manière, c'est-à-dire on passait prendre les clés chez le gardien et puis on les rendait. Il n'y avait pas une gérance. La première gérance du refuge, il était sur place mon frère, ici sur San Bernolfo. Mon fils, il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas de mémoire pour les dates. Il y a une dizaine d'années à peu près. Nous, quand ma famille est partie d'ici, on s'est transféré avec le bétail de Monte. Et moi, je suis parti travailler dans les stations d'hiver, avec l'espoir de devenir moniteur de ski, parce que là, en habitant ici, on ne savait pas ce qu'il y avait ailleurs. On savait qu'il y avait du monde, de villes, de gens qui marchaient, mais on ne connaissait rien. Donc, une valise, 4 chiffons dans la valise et aller chercher la novità, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans le monde. Alors la vie, ça a un peu changé, parce qu'il y avait un peu de sous dans les poches, parce qu'avant, là, la fête du village, c'était la Saint-Laurent,
Alors c'est le jour qu'on cuisinait les coques, parce que d'autrement, on vivait de ce qu'on produisait, absolument. Mon père, il achetait à l'automne. On avait un petit âne avec une petite carrette derrière. Il descendait dans la vallée faire... il allait chez au moulin faire la farine avec du seigle. C'était la seule chose qu'on produisait ici. Du grain sarrasin et du seigle. Lui, il descendait, il retournait avec de la farine, de grains blanches, pour faire des pâtes, du sucre. Mais en pratique, on vivait de ce qu'on produisait complètement. En autarcie. Ah, c'est absolument en autarcie. En plus... La route, elle est arrivée quand, hein, ici? La route, c'était une construction militaire, et elle arrivait déjà ici, mais elle avait été exclusivement pour des raisons militaires avant la guerre. Mais il n'y avait pas de moyens de transport, il n'y avait rien. Toutes les familles avaient un âne ou un mulet, c'était tout. Ouais, à l'époque, les maisons, elles n'étaient pas couvertes de mélèze. Elles étaient... quelques-unes, mais pas beaucoup. Il y avait l'église et l'école couvertes en planches de mélèze. Et puis il y avait déjà quelque chose avec du zinc. À ce moment-là, j'ai encore vu faire les toits en chaume. Et ça durait environ 50, 55, 60 ans, ça arrivait. Ah. Puis quand il n'y a plus eu de production de seigle, parce que ces toitures elles étaient faites avec de la paille de seigle autochtone, c'est-à-dire une vieille espèce il produisait pas beaucoup de grains, mais avait une paille très dure et ça durait longtemps. Quand on a commencé à utiliser pour ensemencer, si dit comme ça, avec des siècles venus d'ailleurs, produisait davantage, beaucoup plus, mais la paille n'était pas assez dure, donc sur les toitures elle ne durait pas. Ça pourrissait beaucoup plus, c'était plus fragile, ça ne durait pas. Le dahu est un animal qui a la particularité d'avoir deux pattes latérales plus courtes que les deux autres, afin de bien s'agripper sur les pentes montagneuses. Alors que BP venait d'achever la construction du bâtiment qui allait accueillir le futur refuge, celui-ci lui parut penché. C'est ainsi qu'il eut l'idée de l'appeler le refuge du dahu. Son épouse œuvre au fourneau avec l'utilisation de produits locaux en circuit court pour la réalisation de spécialités locales. La nouvelle pâte de refuge sont les couilles à Joël maintenant. C'est la pâte de gnocchi avec les épinards de montagne, avec à l'intérieur fromage et avec le beurre. Et bon appétit! Merci. Nous quittons le vallon de San Bernolfo pour prendre la direction du vallon de Colelong en franchissant le torrent du Corboran par un pont via une ancienne piste réalisée par le génie militaire dans les années 30. Cette piste est une route de type B appelée camionabile de 3,50 m de large pour une pente maxi de 10%. Après quelques lacets, les arbres commencent à se raréfier et juste avant d'atteindre le col d'Ellos, nous longeons l'ancien dépôt d'artillerie qui servait au stockage des 4 canons placés sur le sommet au nord du lac San Bernolfo. L'ancienne caserne des artilleurs a été réhabilitée en refuge et tout proche du lac se trouve l'ancienne gare de départ du téléphérique qui assurait la liaison avec Colelong. On y voit également 2 autres bâtiments qui étaient un entrepôt et un abri pour le personnel. Le lac de San Bernolfo se situe à une altitude de 1912 mètres.
Il s'agit d'une étendue d'eau assez vaste, nichée dans un magnifique bassin, autrefois d'origine glaciaire. Le lac était autrefois plus vaste, puis sa surface s'est progressivement réduite par l'apport de matériaux détritiques provenant du torrent qui descend du vallon de Collelong. C'est ainsi que s'est formée la partie herbeuse qui occupe la partie supérieure du bassin. Le lac a actuellement une superficie de 24 000 m² et une profondeur de 8 mètres. Ses eaux abritent des truites et des ombles de fontaines, ces dernières probablement introduites illégalement puis acclimatées à la vie. Nous quittons le vallon de Collelong pour prendre la direction du vallon de la Guirch. Alors que je quitte le vallon de la Guirch, et après avoir franchi plusieurs lacets en balcon, je rejoins une jeune connaissance d'Isola 2000. Tu connais le nom des montagnes alors? Je dois connaître juste l'Otaré qui est en face, parce que c'est là que passe Oronis pour l'UTMB. Il me semble que François m'avait dit qu'il était passé par la tête de l'Otaré. En ski de rando? En ski de rando pour rejoindre le Dahu. Il y en a pas mal qui font ça. Et ça c'est un gros parcours aussi. Partir d'Isola 2000, passer ici, aller au refuge du Dahu, remonter à la tête de l'Otaré, redescendre à Isola Village et remonter à Isola 2000. Mais ça, c'est le parcours de Cathy et Germain. On le fera pas. Moi, en tout cas, je le ferai pas. En 5 jours, peut-être. Mais pas en une journée. Il me semble que ça fait une 50aine de kilomètres et le dénivelé, n'en parlons pas. Ouais. C'est donc en compagnie de Lucie que nous allons effectuer le reste du parcours après avoir franchi le pas du Bœuf à plus de 2600 mètres d'altitude. Nous traversons l'Empierrier de 2,17 km sur 302 mètres de dénivelé. Je sais pas ce que c'est, hein. Vu qu'il n'y a pas de dents, c'est compliqué. Pas gros. Bon, c'est pas humain en tout cas. Non. C'est petit, hein, peut-être. Une chevrette, un chevrette. Tout petit. Dommage qu'il n'y ait pas les bois ou les cordons. Ça aurait été chouette. Allez, on continue. Allez.
Le lac de la Somme, dont le toponyme pourrait provenir du provençal somo signifiant âne ou mulet. Avant d'entamer notre montée vers le col du Saboulé, le chemin muletier prend une toute autre allure au niveau du rocher de Rusias, où un dénivelé de 200 mètres nous attend sur une courte distance. La cabane du vallon de Tésine, reconnaissable de loin, est accolée à un rocher. Elle a été restaurée il y a quelques années. Nous faisons halte près d'un petit lac pour déjeuner, sous le regard médusé du roi des montagnes qui nous regarde attentivement. En face de nous, la Puncha Maladeccia et la Testa Giassa degli Laghi. Après avoir franchi le col du Saboulé, qui fait office de frontière avec la France, nous atteignons l'ancienne caserne éponyme de la Guardia alla Frontiera. C'est d'ailleurs l'extraordinaire chemin réalisé par l'armée italienne qui nous conduira jusqu'au pas de Tésine. En contrebas dans le vallon Tésine, le lac de Rosias-Lyon. Le pas de Tésine franchi, nous entamons notre descente vers le sanctuaire de Sant'Anna di Vinagno. Le grand lac de Sainte-Anne, qui connaît des variations de niveau d'eau fluctuantes en raison de la centrale hydroélectrique du sanctuaire.